mettez-vous bien, on a le droit de bouger les sièges, hein, pour pas être... voilà. Voilà, merci. À chaque fois, ce que je trouve intéressant dans ces échanges, c'est qu'on a des angles de vue évidemment très différents et complémentaires sur un même sujet. Donc merci de prendre le temps de partager ces angles de vue. Juste pour rappeler aussi à vous comme à nos invités qu'il y a quand même 10 000 inscrits en ligne, 55 pays. Donc en fait, on s'exprime pour cette salle, mais pas que. Hein. On s'exprime pour plein de gens qui suivent en ligne les échanges. C'était important de le redire. Alors j'avais envie d'abord de donner la parole à... Pardon, j'ai pas mal de trucs dans les mains. Et en même temps, je veux faire ça bien, voilà, pour qu'on sache qui est qui et à quel titre aussi vous avez été sollicité pour intervenir. Donc, je vais d'abord donner la parole à Louisiane Guézel, chez Écoterie. Voilà, vous avez une vision terrain, vous avez des forestiers, vous avez des tas de gens qui travaillent avec vous. Vous allez nous expliquer comment vous travaillez. Vous êtes particulièrement ingénieur dans le développement durable territorial. Vous avez également accompagné des entreprises dans leur stratégie RSE. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'innovation et de l'impact d'Écoterie et vous développez du coup à ce titre l'accès des particuliers et des entreprises à ce qu'on appelle, et ce que maintenant tout le monde commence à connaître, les solutions fondées sur la nature. Voilà, vous allez évidemment nous expliquer, on va explorer ça avec vous. Ces actions de restauration de la biodiversité des écosystèmes permettent de favoriser la préservation de la biodiversité, la séquestration carbone et l'insertion sociale. Enfin, tout à fait peut-être mettre sur le même plan, mais voilà, en tout cas, on va se concentrer sur les deux premiers sujets, biodiversité et carbone. Et du coup, peut-être vous pouvez déjà nous faire entrer dans le constat d'interdépendance entre tout ça, si vous voulez bien. Les écosystèmes s'érodent, on le sait. Est-ce que vous pouvez nous illustrer cette réalité ? Oui, peut-être déjà pour commencer, sur la définition de la biodiversité. La biodiversité, c'est trois choses. C'est la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes et la diversité génétique. Et aujourd'hui, on a différentes pressions qui s'exercent sur la biodiversité. On a la surexploitation des ressources, on a la destruction des habitats, on a le dérèglement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Et donc, partant de toutes ces pressions, la biodiversité s'érode et on a à peu près 75% des espèces terrestres qui sont menacées. Et nous, c'est quelque chose qu'on connaît très bien parce qu'en fait, on a des experts en interne qui identifient des terrains en carence de gestion, des forêts qui ont subi des coupes rases, des friches agricoles, en gros des espaces sur lesquels la biodiversité s'érode et du coup, la séquestration de carbone issue de l'atmosphère ne se déroule pas bien. Et donc, ils mettent en place plein de principes de gestion durable à long terme. Donc, pas de monoculture, des essences adaptées au dérèglement climatique, de la restauration de zones humides, de la création de haies qui vont favoriser la pollinisation. Ils mettent en place plein d'actions et on finance ça grâce à des particuliers et des entreprises. Bon, je rentrerai peut-être plus tard dans ce genre d'exemple, mais pour répondre à votre question sur les dépendances qu'on a avec les écosystèmes, on a effectivement cette biodiversité qui s'érode, mais on en dépend fondamentalement parlant. Et en fait, il y a 60% du PIB mondial qui dépend de la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de matériaux pour faire des matières premières, on a besoin de sols qui sont en bonne qualité pour éviter les inondations, on a besoin de paysages magnifiques pour favoriser le tourisme, etc. Et tout, aujourd'hui, on a besoin de la pollinisation pour notre alimentation, et tout, aujourd'hui, dépend de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on a une grande partie du PIB mondial qui dépend de la biodiversité, et les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas être pérennes dans un contexte d'érosion de la biodiversité parce qu'elles en dépendent fondamentalement parlant et qu'en plus, le marché les pousse à transformer leurs pratiques. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes, je crois que c'est 76% des jeunes qui placent l'impact avant le salaire dans leurs critères de recherche d'emploi. Donc, en termes de marketing auprès des clients, en termes de collaborateurs, auprès des actionnaires, les entreprises dépendent de la biodiversité et doivent intégrer ces sujets. Merci. Alors pour compléter ce tour d'horizon, Vincent Pereira, vous êtes directeur de l'agence Nouvelle-Aquitaine de CDC Biodiversité. Vous allez nous expliquer ce que c'est. En tout cas, vous, à titre personnel, vous avez été d'est en ouest jusqu'au sud-ouest aujourd'hui. Voilà, vous avez un parcours qui a toujours été drivé par comment concilier
la préservation de la biodiversité et le maintien des usages humains en particulier. Voilà, donc comment on sort de ces paradoxes, qui sont évidemment parfois quand même plus des contradictions que des paradoxes. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est votre leitmotiv. Et pour ça, vous êtes bien placé parce que vous avez quand même parcouru différents mondes. Le monde de l'ONF, le monde du BTP, c'est quand même pas des mondes toujours faciles à concilier. Donc à ce titre, vous êtes bien placé pour nous parler de ces contradictions. Le métier évidemment de la filiale CDC Biodiversité, c'est d'accompagner des maîtres d'ouvrage publics et privés pour la mise en œuvre de préservation et de restauration de la biodiversité. Et elle a été créée en 2008, hein, cette filiale particulière, pour concilier biodiversité et développement économique au service quand même des usages et de l'intérêt général. Voilà, alors on disait justement la moitié ou 60% du PIB dépend complètement de la qualité de la biodiversité. Est-ce que vous diriez que les entreprises aujourd'hui ont une conscience suffisante, ou en tout cas objective, de cette interdépendance, au même titre que l'eau et le climat, qui est maintenant un peu plus, on va dire, dans la culture générale? Oui, alors peut-être juste avant de répondre à la question, et pour compléter ce qui vient d'être dit, pour rester aussi sur des ordres de grandeur très macro, donc effectivement, la moitié du PIB donc, mondial est dépendant de la biodiversité. On peut aussi dire, puisqu'on a parlé des solutions fondées sur la nature, qui sont au départ des services gratuits rendus par la nature, que si on devait donner une estimation financière de ces services, on arriverait à 1,5 fois le PIB donc mondial. Donc c'est 140 milliards de dollars chaque année qui sont des services rendus par la nature. Donc on voit bien l'interdépendance entre l'économie et la biodiversité. Et sans parler des crises que l'on vient de traverser, la crise du Covid est aussi là pour illustrer notre interdépendance avec la biodiversité et l'impact en termes économiques de la maltraitance de la biodiversité ou plus généralement des écosystèmes dont on fait partie. Alors, concernant le lien entre entreprise et biodiversité, un événement comme celui d'aujourd'hui et de demain montre bien qu'il y a quand même une prise de conscience de l'impact. Alors je parle des entreprises, mais c'est de manière plus générale de la société. Hein. Il ne s'agit pas de focaliser sur les entreprises, mais c'est le thème de la table ronde. Donc c'est vrai que les entreprises ont conscience de l'impact de leur activité sur la biodiversité. Et je dirais qu'elles sont aidées pour cette prise de conscience par la réglementation qui se durcit aussi, et c'est plutôt bien. On parlera sans doute tout à l'heure de la séquence éviter, réduire, compenser. Maintenant, toutes les entreprises, en tout cas qui ont des projets d'aménagement, sont confrontées à cette réalité. Et donc, elles ont l'obligation d'être vertueuses sur le plan de la biodiversité. Mais au-delà de cet aspect réglementaire, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui anticipent, qui intègrent dans leur politique RSE, on en a parlé tout à l'heure, la stratégie biodiversité, et qui ont donc des actions d'ordre plutôt volontaire pour vraiment être leader, ou en tout cas prendre en compte cet enjeu de biodiversité dans leur stratégie de développement, dans leur plan d'action, parce qu'elles ont conscience qu'elles sont dépendantes de cette biodiversité. On a tout à l'heure parlé de l'attractivité des entreprises en termes de recrutement. On peut aussi dire que les entreprises qui intègrent ce sujet de biodiversité, c'est des arguments aussi de vente par rapport à des clients. Il y a aussi le lien avec les matières premières. Enfin, il y a plein d'exemples qui montrent qu'aujourd'hui, les entreprises sont intimement liées à la biodiversité. Donc oui, il y a une évolution. Alors, Nicolas Pereira a dit dans son mot d'introduction qu'on n'allait sans doute pas assez vite, et on ne peut que partager ce diagnostic. Il faut passer d'une phase de transition à une phase de transformation et aller vers une bioéconomie ou une économie qui est bio-inspirée. Donc vraiment intégrer la biodiversité dans la composante de l'économie, mais on verra tout à l'heure dans l'échange que il y a un mouvement, il y a une dynamique, il y a des acteurs qui se structurent, des entreprises qui se fédèrent. Et il y a des outils. Et il y a des outils. Voilà, alors on va y venir justement. Monsieur Hervé Le Chéniac, contente de vous retrouver cette année à nouveau. Voilà. Vous avez toujours beaucoup travaillé, vous, dans toutes les infrastructures de transport, ponts, tunnels, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord en particulier. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets depuis toujours qui sont les vôtres. Aujourd'hui, vous êtes président de l'ISEA,
concessionnaire donc, de la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique, la LGV SEA, traversant 6 départements et 2 régions. Donc on peut dire que vous êtes alors si ce n'est un agitateur de territoire, en tout cas, voilà, on va dire ça comme ça, pour reprendre l'expression, un agitateur de territoire, avec évidemment les conséquences que ça a pour ce territoire. Et vous êtes aussi à ce titre une entreprise engagée en même temps dans la préservation de l'environnement. Donc on va venir vers vous pour cette question sur la question des compensations. Peut-être un petit rappel sur la mécanique quand même de comment ça marche, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées un peu toutes faites là-dessus. Juste nous redonner un peu la définition et puis ensuite vous nous parlez de vos outils à vous justement pour piloter tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Si ça vous va. On vous Oui. entend bien ? Oui. Donc effectivement, on a construit une ligne qui fait 300 km, qui est nord-sud, et donc qui traverse des milieux très différents. Et donc dans la conception d'un projet comme ça, on suit la séquence éviter, réduire, compenser. Donc on évite au maximum les sites sensibles. Ensuite, une fois qu'on a le tracé, on essaie de réduire l'impact à partir de la manière dont on construit la ligne et dont on la conçoit. Et tous les impacts résiduels, il faut les compenser. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut les compenser? Parce que dans le langage courant, moi je dirais, bon, compenser, oui, c'est bien beau, mais enfin, voilà. Donc ça veut dire quoi compenser dans le langage technique de vos métiers? c'est-à-dire qu'il faut recréer des milieux qui soient favorables au développement des espèces animales et végétales, aux zones humides qu'on a détruites pour construire la ligne. D'accord, donc la notion de compensation, c'est pas seulement la notion de compensation financière qu'on a en tête quand on parle de non, c'est pas compensation. Du tout, voilà, non. c'est pas financier. Enfin, en l'occurrence, là, on parle de compensation environnementale. De compensation environnementale, c'est-à-dire là où je détruis, j'ai l'obligation de recréer le même volume, même plus, je crois, de Alors, il y a une biodiversité. réglementation qui s'applique et qui exige des niveaux de compensation différents selon les espèces et selon la nature des milieux. Donc ça peut être compensé 1 hectare par 1 hectare ou jusqu'à compenser 1 hectare par 10 hectares. Et ensuite, 1 hectare qui est favorable à une espèce peut être aussi favorable à d'autres. Donc on peut mutualiser aussi des compensations selon la nature des milieux et des espèces. Donc pour donner quelques chiffres, sur 300 km de ligne, on impacte à peu près 2200 hectares pour l'emprise de la ligne. Et ces impacts sont compensés par 3800 hectares de mesures compensatoires en mutualisées. Mais au total, c'était environ 20 000 hectares si on regardait espèce par espèce. Donc 3800 hectares répartis sur à peu près 300 sites qui sont tous à proximité du lieu d'impact, donc à proximité de la ligne. Et si j'ai bien compris, vous êtes doté d'un outil que vous avez appelé justement Compensea, Oui. et qui sert à piloter tout ça en interne et qui finalement a eu même des bénéfices au-delà même de vous tout seul. Vous pouvez nous expliquer cet outil ? Quand on regarde la complexité des compensations, parce que c'est 223 espèces animales et végétales dans des tas de milieux différents, et on se rend compte qu'il y a à la fois une étendue géographique, ensuite une durée de compensation, puisqu'on compense pour toute la durée de la concession, qui est de 50 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on a commencé, donc il reste encore 40 ans. Et une multiplicité importante de données. Et donc, à la fois pour gérer ces mesures, parce que ces mesures, on les a définies à partir de l'élaboration d'un cahier des charges écologique. Ce cahier des charges, il est élaboré à partir de la réglementation, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut travailler avec les services de l'État et avec des associations naturalistes pour se mettre d'accord sur le cahier des charges. Parce que comme on parle de nature, on ne contrôle pas la nature. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des milieux qui, a priori, seraient favorables au développement des espèces visées, mais on n'a aucune certitude. Donc, tout d'abord, il y a un long travail de préparation des cahiers des charges écologiques. Ensuite, il y a un long travail de restauration des milieux que l'on va soit acquérir, soit louer pour la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Et ensuite, il va falloir en évaluer l'efficacité dans le temps, éventuellement adapter les cahiers des charges pour être plus efficaces. Et les services de l'État ont aussi, eux, une obligation de contrôle. Alors, on fait aussi des contrôles nous-mêmes, mais les services de l'État doivent ensuite contrôler qu'on respecte bien la réglementation. Donc tout ça, c'est d'une très grande complexité. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un outil, enfin une plateforme qui est partagée avec les services de l'État et toutes les associations naturalistes avec lesquelles on travaille,
dans lesquels il y a toutes les données écologiques, toutes les données foncières, sous forme d'informations, de cartographie. Et cet outil qui est commun permet à tout le monde de pouvoir vérifier et de suivre l'efficacité de ces mesures. Donc il est en place depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Et donc il a la particularité de rassembler une quantité de données incroyable, vous disiez foncières, écologiques et cartographiques sur des territoires donnés. Il a la particularité d'être accessible à tous les acteurs de l'écosystème sur ce territoire, associatifs, État et vous. Et donc il a la particularité aussi d'augmenter la connaissance qu'on a du territoire en question, des écosystèmes, et d'être utile pour d'autres projets éventuellement. Alors ça, c'est avec le temps, ce qu'on espère, c'est qu'en plus d'être utilisé pour le projet en lui-même, c'est de permettre plus de dialogue, plus de partage de connaissances, et donc d'améliorer les connaissances, parce qu'on a encore beaucoup d'inconnus dans tout ce qu'on fait, donc il faut qu'on puisse améliorer les connaissances. Et puis ça sert de retour d'expérience pour d'autres projets qui, s'ils doivent être réalisés, peuvent être réalisés comme ça dans des meilleures conditions. D'accord, on peut dire que ça... Est-ce que vous voyez du coup que ça fait diminuer l'obligation de reporting, puisque finalement la donnée est partagée, il y a peut-être moins de reporting nécessaire, ça permet de mettre l'énergie ailleurs? C'est un reporting différent, c'est-à-dire que plutôt que de faire des rapports, on donne accès directement à l'information de base, ce qui permet aux gens qui veulent rentrer dans plus de détails d'avoir accès à tout ce qu'il faut pour faire de l'analyse beaucoup plus fine. Et puis comme on va le faire sur une très longue durée, donc on n'en est qu'au début, mais sur une très longue durée, ça veut dire qu'on aura tout un historique et toutes les évolutions qui seront disponibles pour tous les gens que ça intéresse. Et qui permettent donc de contribuer aussi aux stratégies nationales, même certainement sur... Oui, c'est ce qu'on a vu ce matin dans la séance d'avant. Les stratégies nationales vont encore évoluer, elles évoluent tout le temps. Et donc c'est un outil qui permet d'informer les décideurs. Merci beaucoup. Louisiane, alors si on entre maintenant dans les solutions fondées sur la nature pour contribuer à la biodiversité, aujourd'hui vous me disiez 60 000 particuliers et 1500 entreprises qui contribuent au travers des coteries à des solutions fondées sur la nature et qui peuvent le valoriser dans leur rapport RSE. Voilà. Et vous, dans les entreprises, qu'est-ce que vous constatez de la facilité ou de la difficulté à comme ça insuffler ce réflexe? Donc les solutions fondées sur la nature, ce sont des solutions qu'on met en place pour restaurer, préserver et assurer la gestion durable d'écosystèmes, tout en favorisant des co-bénéfices, donc lutter contre l'érosion de la biodiversité, éviter des pollutions, favoriser le bien-être des populations locales, etc. Mais ça, c'est en fait des solutions qui sont de la contribution volontaire. C'est pas un sujet vraiment réglementaire, contrairement à ce qu'on disait aujourd'hui. Donc ça veut dire que les entreprises peuvent contribuer à la biodiversité via de la compensation écologique ou compensation environnementale. Et ça concerne les entreprises qui font de l'artificialisation des sols via leurs activités et donc qui viennent compenser ces impacts-là. Mais à côté de ça, il y a de la contribution volontaire et c'est ça les solutions fondées sur la nature. Donc c'est une partie de l'impact, des actions que peuvent mettre en place les entreprises. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'avant ça, il y a plein d'actions à mettre en place. Et déjà, la première difficulté pour une entreprise qui veut se lancer dans une stratégie biodiversité, c'est de mesurer son impact. En fait, sur les thématiques climat, on a l'unité universelle qui s'appelle la tonne de CO2 équivalent et qu'on n'a pas du tout dans l'échelle de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que la biodiversité, comme je le disais, c'est la diversité des écosystèmes, des espèces et la diversité génétique. Donc déjà, premier problème, difficile de mesurer la biodiversité. Bon, il y a des entreprises qui ont lancé des outils, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui viennent... la première partie, c'est déjà comment je mesure mon impact sur la biodiversité. Et ensuite, je réduis mes impacts. Alors, il y a des cadres internationaux qui aident les entreprises à gérer leur stratégie biodiversité. Par exemple, il y a les Science-Based Target for Nature. C'est un peu l'équivalent du SBTI qui est orienté climat. Et donc, ce référentiel international, il donne 5 grandes étapes pour les entreprises
La première étape, c'est mesurer. Donc, il détaille comment est-ce que je mesure mon impact sur l'eau douce, sur les espaces marins, sur les terres, etc. Ensuite, j'interprète et je priorise des actions. Je fixe mes objectifs. J'agis. Et quand je dis agir, c'est je réduis, je participe à la régénération et restauration des écosystèmes. C'est là où sont les solutions fondées sur la nature. Et je transforme mon business model. Et puis la dernière étape, la cinquième, c'est je mesure de façon régulière tout mon impact sur la biodiversité. Donc, en fait, les solutions fondées sur la nature, c'est une brique qui est indispensable. Moi, je suis persuadée que les entreprises doivent contribuer à la restauration des écosystèmes, déjà parce qu'on n'a plus le temps et que les écosystèmes s'érodent et qu'il ne faut pas attendre qu'on ait réduit tous nos impacts pour commencer à restaurer les écosystèmes et favoriser des puits de carbone naturels. Mais ça doit en rien se substituer à des actions de mesure et de réduction d'impact. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais souligner. Et donc, pour revenir sur précisément les solutions fondées sur la nature, donc j'ai expliqué que ce sont des actions qui restaurent, régénèrent et gèrent durablement, permettent la gestion durable, en tout cas d'écosystèmes, pour répondre à des grands défis de l'humanité. En fait, elles s'opposent à des solutions technologiques. Je vais donner un exemple. Il y a des outils tech, par exemple, qui s'appellent des Direct Air Capture. Et globalement, c'est des solutions aqueuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent de séquestrer du carbone présent dans l'atmosphère. Donc, c'est une solution technologique. On en a besoin, mais elle n'a pas... Déjà, ça nécessite quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps de recherche. Et il n'y a pas des co-bénéfices en termes de biodiversité et d'impact humain sur la possibilité de se balader, par exemple, en forêt, associés à ces solutions technologiques. Versus une solution fondée sur la nature qui est de planter et gérer durablement des forêts et qui vont elles-mêmes séquestrer du carbone. Donc c'est ça le principe aussi des solutions fondées sur la nature, c'est de favoriser tous les co-bénéfices. Et le GIEC dit que 30% des besoins d'atténuation du changement climatique seraient permis grâce aux solutions fondées sur la nature. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un terme assez nouveau et donc elles ne reçoivent que 3% des financements liés au climat. Donc voilà, je pense que les solutions fondées sur la nature sont un super levier pour restaurer nos écosystèmes dont on dépend vraiment, mais qui doivent en rien se substituer à des actions de mesure et de réduction d'impact des entreprises. Et je pense qu'il faut faire ça en même temps, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre que les écosystèmes s'érodent, et d'autant plus qu'on en dépend vraiment, quoi. Merci. Vincent Pereira, sur ces questions des leviers, voilà, alors on a parlé un peu rapidement de la séquence ERC. Peut-être vous pouvez nous donner d'autres exemples que celui de l'ISEA sur cette séquence, et qu'est-ce que ça produit comme valeur ajoutée pour la biodiversité. Mais il y a aussi les leviers volontaires dont vous parliez, donc voilà, le programme Nature 2050, enfin différents exemples de ce qui est mis en œuvre et comment les entreprises peuvent effectivement régénérer. Et puis peut-être aussi sur la notion d'indicateur et de mesure, parce que autant aujourd'hui le bilan carbone, bon, bien toutes les boîtes s'y mettent, elles ont un outil, elles font, et puis elles calculent, après elles tiennent compte le mieux possible ou pas, bref. Mais par contre, l'impact sur la biodiversité, comment est-ce qu'on le mesure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des audits qui existent en la matière? Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, alors concernant les leviers d'action, on a effectivement parlé de la séquence éviter, réduire, compenser. Et notamment, on a parlé de la compensation par le biais de l'ISEA et de ce qui a été fait sur SEA. Je crois que ce qui est important aussi dans cette séquence, c'est de ne pas oublier le E et le R avant, et de ne pas focaliser tout de suite sur la compensation, parce qu'aujourd'hui, on traverse une crise énergétique, on y est tous confrontés, les entreprises en premier plan, et on entend dire, effectivement, à juste titre, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et j'aurais tendance à dire, si on veut faire le parallèle avec la biodiversité, se dire la meilleure biodiversité, c'est celle qu'on ne détruit pas. Parce que compenser, on ne saura jamais faire l'identique. Et il y a toujours une part d'incertitude. Hervé en a parlé, c'est ce qui justifie d'ailleurs les ratios de compensation. On compense plus que ce qu'on détruit en termes de surface, parce qu'il y a une part d'incertitude, et le vivant, on ne peut pas le maîtriser.
Donc le résultat, il est difficile à garantir. Et donc si on ne veut pas tomber dans ce risque, il vaut mieux éviter d'impacter. Donc c'est la vertu, me semble-t-il, de cette séquence éviter, réduire et compenser, c'est de faire en sorte que les entreprises qui effectivement aménagent les territoires risquent de perturber des écosystèmes, eh bien, se posent la question de l'emplacement du projet, de la conception du projet, voire même de la viabilité du projet. Et nous qui accompagnons des porteurs de projets, on voit quand même de plus en plus poindre ces questions en amont des entreprises qui anticipent, parce que très concrètement, bien, la compensation, ça a un coût, parce qu'on s'engage sur des pas de temps très longs, 30 ans, 50 ans. Nous, on a un projet où c'est sur 90 ans. Donc pendant 90 ans, l'entreprise doit faire des travaux, doit faire des suivis, des reportings. Donc c'est un impact financier. Donc l'évitement, il a cette vertu. Ensuite, on a effectivement parlé beaucoup des solutions sur la nature qui, évidemment, sont une traduction d'actions volontaires. Et aujourd'hui, les outils existent. On a des entreprises qui se structurent. L'Office français de la biodiversité anime un collectif d'entreprises qui s'engagent pour la nature. Et donc, il y a des retours d'expérience, une mutualisation des démarches, des outils. On a la LPO et l'AFB, par exemple, qui mettent en place, qui vont lancer là un MOOC, donc une formation sur entreprise, biodiversité, solutions sur la nature. Donc, les dynamiques existent. Nous-mêmes, effectivement, nous portons le programme Nature 2050, qui est un programme que l'on co-anime avec des structures comme le Muséum d'histoire naturelle, la LPO, France Nature Environnement, la Fondation pour l'Homme et la Nature, et qui vise à démultiplier au niveau national ces solutions fondées sur la nature par des exemples concrets de restauration de ces écosystèmes, que ce soit des zones humides, que ce soit des zones agricoles. Et donc aujourd'hui, on récolte des fonds, qu'ils soient privés, publics, que l'on redistribue dans les territoires pour soutenir ces différents projets, avec une cinquantaine de projets qui sont mis en œuvre actuellement. Et le principe, c'est que pour chaque tranche de 5 € collectés, on s'engage à restaurer 1 mètre carré de territoire jusqu'à l'horizon 2050. Donc on est sur du pas de temps long et avec des indicateurs que l'on co-construit avec les partenaires dont j'ai cité, parce que c'est effectivement important de mesurer l'efficacité des actions, mesurer aussi l'état initial, parce que pour construire un plan d'action, il faut que les entreprises soient en capacité de savoir d'où elles partent. Donc, il est vrai que l'équivalent de la tonne d'équivalent carbone qui mesure finalement l'émission de gaz à effet de serre n'existe pas sur la biodiversité. Et donc c'est pour ça que nous, on travaille sur la mise en place d'un indicateur qui est le GBS, le Global Biodiversity Score, qui vise à être l'équivalent de la tonne d'équivalent carbone. Alors on ne le fait pas tout seul dans notre coin, on le fait avec un collectif d'entreprises au sein d'un groupe de travail qu'on a appelé B4B+, comme Business for Biodiversity. Et ces entreprises nous accompagnent dans la co-construction de cet indicateur qui a l'avantage d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises, depuis l'approvisionnement jusqu'à l'exploitation, à la commercialisation. Donc et d'ailleurs, cet outil sera présenté à la COP15 qui se tiendra dans quelques jours à Montréal. Et donc voilà, c'est important de pouvoir mesurer, évaluer et puis appréhender les impacts et les stratégies de biodiversité au sein des entreprises. Donc ça s'appelle le GBS, si j'ai bien retenu, c'est ça, le Global Biodiversité Score. Voilà. Très bien, GBS. Voilà. Merci. Chez l'ISEA, je sais aussi que vous avez, au-delà du projet et de l'exploitation LISEA, vous avez une action qui est menée à travers le fonds SEA. Vous pouvez nous en parler ? Oui, donc alors ça, ce sont pour financer des initiatives à l'échelle des territoires. Donc c'est un fonds qui a été créé par l'ISEA et par une autre société qui s'appelle MESEA, qui est le mainteneur de la ligne à grande vitesse et qui a donc du personnel qui est au contact des territoires au quotidien. Et donc ensemble, on a créé ce fonds. Il fonctionne depuis une dizaine d'années maintenant. Et le dernier appel à projet qu'on a fait était dans le domaine de l'agroécologie, et avec pour objectif d'essayer de faire un peu évoluer les pratiques dans ce domaine-là en faveur de la biodiversité. Donc l'appel à projet
nommé un certain nombre de lauréats très récemment. Donc il y en a 3 d'ailleurs de ces lauréats qui vont présenter les projets qu'ils ont dans l'espace qui est exposition pendant leur Donc pendant là-bas, l'heure du déjeuner. oui, dans le Palais des Voilà. Congrès. Et donc, on travaille sur des thèmes comme par exemple la création d'infrastructures agroécologiques dans les fermes. Ça peut être des mares, ça peut être des bandes fleuries, ça peut être des prairies. On travaille aussi sur la relocalisation de la filière des protéines végétales, qui peut avoir un impact assez important à la fois sur la qualité des sols, mais aussi un impact carbone. Et puis, on essaye aussi de favoriser les initiatives dans le domaine de la filière maraîchère et d'aider les gens qui veulent faire du circuit court et de vendre les produits localement, à les aider à lancer un petit peu la mécanique. Et donc, sur ces projets, on travaille jamais seul, en fait. On essaye toujours de regarder dans la manière dont on crée nos appels à projets, de voir des projets qui sont aussi vus comme étant intéressants par des organismes comme l'ADEME, comme la région Nouvelle-Aquitaine, comme la Fédération des agricultures bio. Et on essaye aussi de favoriser les projets qui ont un volet insertion par l'activité économique. Et donc, ce sont des projets à petite échelle, c'est des financements de l'ordre de 20 à 30 000 euros par projet qu'on accompagne. Et donc, le personnel de l'ISEA et de MESEA parraine les projets pour essayer de les accompagner. Et donc, ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes pour les collaborateurs. Et on se rend compte, en fait, que toutes les obligations qui étaient au début réglementaires ont créé un véritable intérêt. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir, hein, que ce soit ce que vous disiez, le biomimétisme aussi. Enfin, dès qu'on commence à regarder un peu tout ce qui se passe dans la nature, il y a des sujets qui sont très intéressants. Et donc, ces aspects-là, c'est pour les territoires. Et j'espère que vous aurez le temps de regarder un petit peu le type et la nature des projets qu'on soutient. Oui, les 15 lauréats, donc, et 3 qui sont là aujourd'hui pour pitcher, nous expliquer le projet. Voilà, donc ça peut être des agriculteurs, ça peut être des organismes d'insertion, ou ça peut être aussi des lycées agricoles. D'accord, merci. Il nous reste encore 5 bonnes minutes, donc peut-être ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin dans les exemples, puisque la question c'est comment les entreprises peuvent contribuer à régénérer leur biodiversité. Donc on en a un exemple ici. Il y a d'autres types d'entreprises, des PME, même peut-être des TPE qui se posent déjà la question. Et comment est-ce que au-delà des logiques financières, peut-être il y a des vrais exemples de réflexes, de comportements, d'innovation qui font qu'ils ont modifié quelque chose dans leur modèle, tout simplement. Est-ce que l'un ou l'autre, vous en avez en tête? Vous voulez nous... Voilà, parce que c'est inspirant. Des exemples de nature différentes, évidemment, nous permettent de nous identifier, puis de se dire, tiens, oui, c'est vrai, nous demain, on n'y a pas pensé, mais voilà. Moi, je peux donner 2 exemples. On a des entreprises qui sont plus ou moins grandes. Par exemple, on a H&M qui travaille avec nous et qui a mis en place une stratégie biodiversité qui est vraiment toujours en cours. Et ils n'ont pas encore atteint tous leurs objectifs, bien sûr. Et ils essayent en tout cas vraiment de changer certains aspects de leur production. Et en parallèle, ils contribuent à des projets de biodiversité avec nous. Le constat, il est que dans leur chaîne de valeur, ils dépendent notamment de l'eau et de la pollinisation pour la création des différents vêtements. Et donc, ils se sont dit, au-delà de la mais la pollinisation pour les différents vêtements, c'est-à-dire c'est sur les matières premières, le coton, le coton, lin, par exemple. Voilà. Et donc, ils se sont dit, on va contribuer à la restauration d'écosystèmes via des solutions fondées sur la nature, en lien avec ces sujets-là. Et donc, ils participent avec Écoterie à la restauration de zones humides, à la création de mares, à la mise en place de haies dans lesquelles il y a certaines fleurs qui vont favoriser la pollinisation, la mise en place de ruches, de vergers qui vont favoriser aussi la pollinisation. Et donc, ça, c'est des actions qui sont en lien, qui font via Écoterie, qui sont en lien avec leurs impacts, mais qui ne doivent en rien, et je le redis, se substituer à des actions de réduction d'impact. Ça, c'est pour un grand groupe. À côté de ça, par exemple, on a des entreprises, je peux parler d'Anival, par exemple, qui est une PME et qui travaille sur l'alimentation bio
Et donc, eux, avec nous, ils ont mis en place plusieurs projets, notamment des projets d'agroforesterie, donc c'est-à-dire la mise en place de forêts d'arbres dans des pratiques agricoles et notamment sur des cultures de champignons. Et ça a plein de co-bénéfices, notamment sur la fertilité, la croissance et la séquestration de carbone dans l'endroit où la culture a lieu. Donc ça, c'est 2 exemples d'entreprises qui peuvent, qui contribuent avec Écoterie. Globalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a identifié un terrain en carence de gestion, par exemple à Plouerdut, dans le Morbihan, on a récupéré 26 hectares d'anciennes friches agricoles. Et on les identifie, on collecte, on permet aux entreprises de participer à des projets de restauration de cette friche agricole. Et grâce à eux, on a planté 20 000 arbres, des espèces du Douglas, mais aussi du chêne, beaucoup de châtaigniers et de l'épicéa aussi. Et on a restauré une zone humide. Et tout ça, c'est permis grâce à des clients. Et donc, les clients, eux, décident, OK, je préfère plutôt contribuer à la restauration d'un écosystème proche de mon entreprise, par exemple en Bretagne parce que je suis implanté en Bretagne, ou je préfère favoriser la pollinisation parce que dans ma chaîne de valeur, je dépends beaucoup de la pollinisation, donc ça a de l'intérêt pour moi. Ouais. Voilà, donc ça dépend des entreprises et on a des entreprises de toute taille. L'objectif étant, je pense, d'embarquer tout le monde, de permettre la contribution de tous à la biodiversité. Et dans les entreprises de services aussi, peut-être, ce serait intéressant de voir comment ça se passe. En fait, j'aimerais vous demander, c'est quoi votre plus belle séquence ERC que vous ayez vue voilà, dans une boîte, vous voyez, qui a vraiment changé la donne, quoi. Si vous en avez une comme ça, mais peut-être une question un peu difficile sans préparation. Voilà. Alors, en tout cas, des exemples concrets, ce serait intéressant. Oui. Oui. Alors on a plusieurs exemples hein, qu'on pourrait citer. Ça dépend ce que l'on entend par belle séquence ERC. Qui est vraiment changé la donne. Quoi. En lien avec ce que je disais tout à l'heure Ouais. sur la notion d'évitement, on a récemment une entreprise qui avait un projet d'aménagement sur une parcelle qui était intégralement classée en zone humide. Et au final, après le diagnostic, elle a renoncé à son projet, elle a choisi d'aller s'implanter ailleurs. On peut considérer que c'est une belle réussite parce que la séquence ERC a été interprétée à bon escient. On a également un autre projet dans Bleur sur lequel on travaille, c'est les mesures compensatoires de l'autoroute A65, 1600 hectares de compensation. Il y a eu un évitement également qui a été fait, mais avec des impacts résiduels qui sont compensés. Et on peut considérer que c'est une belle opération parce qu'on a réellement restauré des écosystèmes. Ce matin, on parlait du vison. Mais voilà, ça fait partie des espèces sur lesquelles on est mobilisé également. Donc ce sont des grands projets. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut que les entreprises prennent conscience que la biodiversité, ce n'est pas simplement des grandes stratégies, des projets d'ampleur. On peut aussi faire de la biodiversité localement. Et on accompagne, nous, par le biais d'un outil qu'on a développé, qu'on appelle le contrat de performance biodiversité, avec des entreprises qui veulent agir à l'échelle de leur bâtiment et des espaces verts, par exemple, quand il y a des espaces verts à proximité, pour voir comment on peut gérer peut-être ces espaces verts autrement. Plutôt que de faire 10 tonnes dans l'année, si on n'en fait plus qu'une seule, on va favoriser des friches herbacées, on va favoriser les pollinisateurs, on va favoriser la biodiversité locale, on peut mettre un nichoir, on peut mettre des hôtels insectes, on peut désartificialiser des parkings, on peut végétaliser des toitures. Donc voilà, c'est une ficelle c'est une pelote de laine. Enfin, il n'y a pas de petits projets, quoi, je veux dire, finalement. Alors, on pourrait dire, un hôtel à insectes. Voilà, c'est ça. Voyez, c'est ça. Mais finalement, il n'y a pas de petits projets. Non, il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands. Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est aussi d'associer les parties prenantes, les usagers. Parce que quand on parle de biodiversité, on parle de cadre de vie, finalement. Et donc, c'est important de co-construire ce programme d'action et des indicateurs derrière. Nous, on travaille par exemple pour le groupe La Poste et on a sur certains sites des salariés qui sont photographes et qui nous disent ouais, moi j'aimerais bien photographier les espèces, peut-être faire une exposition, peut-être inviter les écoles de la commune pour montrer ce que l'on fait. Donc on voit que voilà, quand on commence à faire ce travail d'association des usagers locaux
eh bien, généralement, les gens sont assez moteurs et volontaires. Oui, ça finit par avoir un impact sur une autre partie prenante de la biodiversité qui est quand même les humains. Voilà, ça finit par avoir un impact aussi jusque-là. Très bien, en termes de sensibilisation, etc. Mais écoutez, on a le temps d'un mot de la fin de chacun, ou en tout cas un message de la fin, même plus qu'un mot. Voilà, s'il y avait un message, une interpellation, ou un message d'espoir, ou voilà, une suggestion, une invitation pour tous ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle? Peut-être on peut commencer par vous, Monsieur Le Guignac. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au début d'un processus, hein, donc tout le travail que l'on fait aujourd'hui, il va falloir en mesurer l'efficacité. Les premiers signes sont plutôt encourageants, donc on est plutôt optimiste, mais la vérité, elle ne viendra qu'avec les années. Et donc, une première étape d'évaluation assez concrète va arriver en milieu d'année prochaine, puisque 5 ans après la mise en service de la ligne, on fait ce qu'on appelle un bilan Bianco, qui est en fait un bilan environnemental de la ligne sur tous les aspects, qui est d'ailleurs aussi accompagné d'un bilan socio-économique. Et donc, en milieu d'année 2023, on organisera des rencontres pour publier le bilan et avoir des discussions avec des scientifiques et des associations naturalistes pour avoir les premiers retours sur l'efficacité des mesures qui ont été mises en place. D'accord. Est-ce que vous avez la sensation aussi au sein de l'entreprise, vous communiquez sur tous ces bilans, ces mesures, enfin voilà, comment est-ce que s'empare aussi le personnel de l'entreprise de tous ces sujets? Est-ce que vous avez la sensation que la sensibilisation est là ou que ça aussi, ça prend du temps? Comment ça en est où? Je pense que tout le monde est sensible aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est pas que dans l'entreprise, c'est dans notre entourage, dans nos Bien sûr. amis. Je rencontre aussi parfois des gens qui viennent me voir, ils me disent vous faites plein de choses dans le domaine environnemental. J'ai un terrain à la campagne, il fait 3 hectares, je voudrais le restaurer pour faire de la biodiversité. À qui je peux m'adresser pour avoir des conseils? Donc on n'est pas non plus les plus experts dans tous les domaines, mais on sent que tout le monde a un intérêt à faire des choses. Et donc, on y prend notre part et on y prend du plaisir. Alors justement, peut-être c'est une bonne question, c'est à qui on fait appel quand on se pose tel type de question, tel type de question? Justement, c'est une question. Voilà, c'est une question. Peut-être vous pouvez commencer C'est à la forcément. biodiversité, évidemment, à Écoterie, évidemment, on a compris. Mais peut-être si on devait résumer le paysage, vous voyez, le paysage des acteurs qui soient plutôt financeurs, plutôt inspirants, peut-être comme Sybios, Écoterie. Enfin, voilà, c'est quoi le paysage quand on est une boîte, une petite PME, on se pose la question, on se dit à qui je m'adresse? Ou un individu, un particulier. Hein. Il y a beaucoup Ou un particulier, voilà. Beaucoup de particuliers qui ont du terrain. C'est quoi le paysage et comment on doit choisir, enfin, comment on s'oriente? Alors, peut-être pas, choisir, c'est peut-être difficile, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un réseau d'acteurs, effectivement, qui existe, qui se structure. On a, par exemple, les agences régionales de la biodiversité, qui sont là aussi pour... D'accord, donc il y a des agences régionales de biodiversité. Voilà, qui sont là pour faire du retour d'expérience, pour récolter les données, pour les partager, hein, avec la mise en place d'observatoires, et donc qui peuvent être de bons conseils pour les entreprises. J'ai cité tout à l'heure l'Office français de la biodiversité, avec la démarche entreprise engagée pour la nature. Et puis, il y a toutes les structures qui sont porteurs de solutions. Donc Écoterie, évidemment, CDC Biodiversité, des associations type ONG comme la LPO, comme France Nature Environnement, et d'autres, hein, qui interviennent. Donc voilà, il y a une palette d'acteurs et d'outils qui peut venir accompagner les entreprises, parce que je pense que c'est aussi une des clés de la réussite, hein, l'accompagnement, la pédagogie, la sensibilisation. Alors je sais qu'il faut aller vite, il faut changer de cap, changer d'échelle, mais ça ne passera pas sans ce travail, j'allais dire presque au quotidien, d'accompagnement et de démonstration de notre dépendance à la biodiversité. Et Hervé a raison, ça ne concerne pas que les entreprises, c'est nous tous. Bien sûr. On est fortement dépendants. Donc voilà, donc les outils existent, les acteurs sont en place. Il faut maintenant que les entreprises, et nous tous, nous saisissons de ces sujets et des opportunités pour aller plus vite et plus loin. Voilà, et donc tout ce qui se passe en dehors de cette salle est une bonne occasion de prendre les bons contacts, évidemment, et d'aller à la pêche aux solutions. Et juste pour illustrer, en fait, hein, l'ambition en termes de biodiversité, et puis j'allais dire l'appropriation de ce sujet par le monde économique. Je suis venu avec le dernier numéro
publié par la Caisse des dépôts, qui est la petite revue interne finalement. Montre-le-nous, oui, voilà. Et ce numéro s'intitule « La biodiversité, le meilleur investissement pour la nature ». Pour l'avenir. Pour l'avenir. Ça, c'est Éric Lombard, donc directeur de la Caisse des dépôts, qui l'écrit. Donc si la Caisse des dépôts a cette ambition, je pense que ça traduit le fait qu'à la conscience qu'il faut changer maintenant d'échelle, changer de braquet et aller plus vite sur ces sujets, et que la biodiversité, ce n'est plus un sujet qui doit être subi, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment intégré et puis assumé. Assumé aussi, merci. Ouais, si je peux juste rajouter. Avec plaisir. Je voulais terminer sur 2 choses. Déjà, je partage vraiment ce qui vient d'être dit là à la fin, et je pense qu'il y a aussi le sujet de la dualité climat-biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire pour les entreprises en termes de climat, et je pense que typiquement, je vais prendre un exemple très concret sur des crédits carbone. Eh bien, parfois, il y a des entreprises qui, parce qu'on ne sait pas, on manque d'informations aussi, achètent des crédits carbone. Et c'est bien d'acheter des crédits carbone quand on évite et qu'on réduit et qu'on a mesuré ses impacts. C'est les recommandations du GIEC. Mais il faut bien sûr que ça ne se substitue pas à ces actions-là. Et donc, il y a des entreprises qui achètent des crédits carbone qui sont désastreux pour la biodiversité. En fait, la meilleure façon de séquestrer du carbone, c'est quoi ? On fait de la monoculture de résineux. C'est formidable, ça pousse très vite, ça séquestre un max de carbone, c'est génial. Sauf que à côté de ça, c'est désastreux pour la biodiversité. Et je pense qu'en fait, il faut que maintenant, dans les réflexions, on prenne à chaque fois en compte la biodiversité au même titre que le carbone. Et c'est difficile, je suis d'accord, il y a déjà beaucoup de demandes de reporting des entreprises, etc. Mais c'est nécessaire, et de toute façon, ça va devenir aussi une obligation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a une réglementation européenne qui va être mise en place en 2024, qui s'appelle la CSRD, et qui va toucher à peu près 50 000 entreprises. Et ça concerne des entreprises de plus de 250 salariés qui font 20 millions de bilans, et certaines PME cotées aussi. Et en fait, cette réglementation européenne, donc qui vise à uniformiser les pratiques de reporting entre les différentes entreprises, elle a 2 grands changements. Le premier, c'est la notion de double matérialité. Donc les entreprises vont devoir dire j'ai tel impact sur l'environnement, mais en même temps je dépends de l'environnement sur tel aspect. Et la deuxième chose, c'est l'intégration de la biodiversité. Et ça, c'est formidable parce que ça y est, les entreprises vont devoir aussi reporter sur la biodiversité. Et ce ne sera plus juste quelque chose de très, très innovant. Donc certes, ça demande du travail. Je pense qu'il y a plein de cabinets de conseil aussi qui se positionnent sur le sujet et qui pourront accompagner les entreprises. Et j'espère que les pouvoirs publics aussi vont accompagner les entreprises dans ce reporting. Mais en tout cas, la biodiversité, je pense qu'elle doit être prise en compte au même titre que le climat. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce ne sera pas un millefeuille de prendre en compte le carbone, puis le réchauffement, puis l'eau, puis la biodiversité ? Au final, c'est un tout de toute façon. Ouais. Donc, c'est juste penser la chose de façon globale et de moins en moins en silo. Et les outils, certainement, vont s'aligner là-dessus aussi. On aura des éléments de réponse avec d'autres interlocuteurs. C'est exactement ça. Et c'est notre réflexion chez Écoterie. Aujourd'hui, quand on met en place un projet de restauration, on ne se dit pas uniquement on va aller chercher du carbone ou de la diminution de l'érosion de la biodiversité. On se dit on veut de l'impact positif sur les écosystèmes. Et donc, on fait des choix pour favoriser la biodiversité et la séquestration carbone, et même des impacts sociaux, puisqu'on inclut des personnes en situation de handicap, d'insertion. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer de l'impact positif dans les écosystèmes et de permettre à tous, entreprises, citoyens, pouvoirs publics, etc., de favoriser cet impact positif. Bien, merci beaucoup pour votre contribution à cette question. Comment les entreprises peuvent contribuer à régénérer la biodiversité ? Je pense qu'on a des vrais débuts, et plus que des débuts d'éléments de réponse. Et encore une fois, il y en a beaucoup d'autres qui sont présents, les 3 lauréats aussi de votre programme, à aller visiter. Merci beaucoup, on peut vous applaudir, s'il vous plaît, merci. Vous remercier. Et à plus tard. La biodiversité, le meilleur investissement pour l'avenir, donc.